Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés. Là, c'est la 4e édition de cette émission où donc je suis avec Charles Gave. On discute d'actualité globalement pendant environ une demi-heure. Donc j'ai 4, 5 ou 6 questions à chaque fois et on discute ou je rebondis. Voilà, on est en mode détente, on va dire. En mode détente. Alors, première question. Après l'alliance Renaud-Muselier et La République En Marche dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Thierry Mariani de la liste Rassemblement National est donc donné en tête dans les sondages dans cette région. Une région qui a longtemps voté RPR et UMP. Qu'est-ce que ça dit de ce parti maintenant les Républicains justement? Est-ce qu'ils ne sont pas dans une tenaille entre le RN et La République En Marche? Mais ce qu'il y a d'effrayant chez les Républicains, c'est qu'on ne comprend pas très bien qui ils représentent. En principe, les Républicains, c'était des gens dont on se disait que leur rôle était d'être au pouvoir tout le temps, et puis de temps en temps d'être battus par les socialistes pour y revenir le plus vite possible. Mais malheureusement, ils se font battre avec une régularité d'horloge. Les gens qui les représentent ont des charismes d'huîtres, enfin, je veux dire, on sent qu'ils n'ont aucune conviction, qu'ils n'ont pas de projet, et que dans le fond, ils ressemblent un petit peu aux radicaux d'autrefois, vous savez, c'était dont on disait qu'ils étaient comme les radis, c'est-à-dire rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur et près de l'assiette au beurre, quoi. Donc, quelque part, on voit très bien pourquoi eux, ils veulent rester au pouvoir, mais on voit pas du tout pourquoi les Français devraient les y maintenir. Ils sont à peu près aussi intéressants que les radicaux socialistes de la 4ème République. Donc, à mon avis, le Parti républicain va disparaître comme le Parti socialiste a disparu. Ce sont des espèces de... Ils n'ont pas de raison d'être, ils n'ont pas de conviction, ils étaient soi-disant pour le français et pour la France, mais ils ont trahi au profit de l'Europe comme tout le monde. Donc, c'est vraiment un parti qui sert à rien, quoi. C'est un nouvel astre mort, en gros. Voilà, c'est un astre mort. Il a cessé d'émettre il y a... Déjà, au début de la présidence de Chirac, quelque chose qui m'avait toujours amusé, vous savez, c'est on disait toujours, les gens autour de Chirac disaient que Juppé était le meilleur d'entre eux. Mais ça voulait tout dire, quoi, parce que si Juppé était vraiment le meilleur des Républicains, ça voulait vraiment dire que le reste, c'était vraiment effrayant, quoi. Il prenait ça pour un compliment pour Juppé, mais en fait, c'était un énorme aveu d'incompétence et de nullité. J'ai l'impression que c'est encore pire maintenant. Les seules vertus dont il se part, c'est d'une part d'être prétendument un parti de gouvernement, parce que justement, il n'y a pas encore trop longtemps, il pouvait y être, et d'autre part d'être dans un positionnement entre le Rassemblement National et La République En Marche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre projet que d'être pile au milieu de ces deux autres partis. Puis le milieu, puis La République En Marche, c'est le parti du en même temps, donc on ne sait pas où ils sont non plus. Tout à fait. Donc, je ne sais pas à quoi ils servent. Je crois que c'est la réponse à laquelle je peux donner, c'est en dehors d'avoir probablement des cadres, des gens qui ont été élus, des municipalités, donc ils ont une espèce de présence qui reste, mais ils servent à rien. Autre question, un peu épineux, là, il y a, depuis 2 jours environ, il y a un regain énorme du conflit israélo-palestinien, et moi j'y vois un problème aussi au niveau de l'OTAN, notamment avec les États-Unis qui doivent plutôt choisir, je trouve, entre la Turquie et Israël. La Turquie qui est plutôt opposée à Israël, et de l'autre côté, Israël qui est comme un allié historique des États-Unis. Est-ce que... Je crois pas que la Turquie soit dans ce coup-là. C'est Hamas, c'est Fatah, c'est... je crois que on assiste au début de l'apparition des conséquences sur la politique internationale de la non-élection de M. Trump. Vous savez, je crois que si vous avez regardé des westerns, vous savez que quand il n'y a pas de shérif en ville, en principe, ça se passe plutôt mal dans la ville, quoi. Je sais pas, vous avez peut-être regardé Tombstone ou des vieux classiques. Quand il n'y a pas de shérif, c'est pas terrible. Et donc,
Obama avait été un shérif en dessous de tout, puisqu'il avait essayé de faire tomber toute une série de pays arabes en Libye, qui étaient tous sunnites d'ailleurs, en Syrie, en Tunisie, en Égypte. Bref, ça avait été un vrai bain de sang pour les alliés historiques des États-Unis sunnites. Trump avait réussi à recréer une espèce de coalition avec tous les pays sunnites, en particulier de la péninsule arabique, et qui avait repris le contact avec Israël et qui avait créé des liens. Il y a maintenant des vols directs dans ces pays vers Jérusalem. Donc il avait réussi à réintroduire, ce qui était un grand succès, à réintroduire Israël dans le monde du Moyen-Orient. Parce que pour l'instant, Israël, c'est une espèce de porte-avions qui travaille avec le monde entier, sauf le Moyen-Orient. Maintenant qu'on a un homme comme Biden, dont tout le monde sait que il n'y a pas une seule décision qu'il ait prise dans le domaine de la politique internationale quand il votait ou quand il était à la Commission des Affaires étrangères, qui n'ait été désastreuse. Il a été contre le premier, par exemple, contre la première guerre en Irak, vous savez, quand le Koweït avait été envahi, il avait voté contre, mais il avait voté pour la deuxième, alors qu'il n'y avait pas de raison. Donc il a jamais eu une invasion qui n'a pas, il a voté les budgets militaires. Donc Biden est un homme, en tout cas qui ne fait peur à personne. Et quand le shérif ne fait peur à personne, ça redonne des idéaux brillants, quoi. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. La thèse de Trump, qui était assez simple, c'était il fallait que les Palestiniens comprennent qu'ils avaient perdu. Qu'ils avaient perdu, parce que vous aviez 900 000 juifs qui étaient au Moyen-Orient, qui ont tous été virés. Moi, quand je suis né à Alep, dans les années 40, la moitié de la ville était chrétienne, le quart était juive, et il ne reste plus ni un chrétien ni un juif. Donc vous avez eu une espèce de purification ethnique dans tout le Moyen-Orient, y compris la Turquie, où ils ont viré tous les Grecs. Vous me direz, en Iran, il y a encore des juifs, mais je crois qu'ils sont 5 ou 6, ou je ne sais pas combien. En Irak, il en reste 4. Alors que l'Irak, ils étaient à Bagdad, ils y étaient depuis Cyrus le Grand, c'est-à-dire bien avant là. Donc les Juifs étaient dans le Moyen-Orient bien avant les musulmans. Donc, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que les Palestiniens se disent, on va essayer de faire une attaque et on va peut-être regagner le terrain qu'on a perdu sous Trump. Et donc les Palestiniens et les Israéliens se disent, on va leur apprendre que non, ils vont rien regagner du tout, qu'on va leur taper bien dessus. Donc on est reparti dans l'espèce de cycle dans lequel on était sous Obama, d'émeutes soigneusement préparées en Palestine pour déstabiliser Israël et forcer les États-Unis à choisir Israël, ce qui est pas une bonne chose. Et en même temps, ça se passe quand les négociations avec l'Iran reprennent pour que l'Iran puisse recommencer à faire la bombe atomique. Donc, pour moi, c'est un signe de plus que la déstabilisation au Moyen-Orient repart de plus belle, quoi. Une semaine après la première tribune des généraux en retraite, on a cette fois une nouvelle tribune des militaires d'active. Alors là, cette fois-ci, ils sont anonymes parce que sinon ils n'ont pas le droit de faire ce genre de choses. Est-ce que ça montre justement un mal vraiment profond qu'on retrouve dans l'armée, chez ceux qui sont sur le terrain et qui échappent beaucoup à nos élites politiques? Dans la Constitution, ce qui était quand même important, l'armée est chargée de maintenir l'intégrité du territoire national, sur lequel la Constitution exerce son autorité. L'armée sait très bien qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des zones de non-droit, vous savez, où la police ne va plus. Et on peut dire ce qu'on veut des militaires, mais ils ont en général une assez vaste culture historique. Ils savent très bien que quand la police ou la justice ne peut pas aller quelque part, quelque temps après, c'est eux qui doivent y aller les armes à la main. Ils se souviennent par exemple des guerres de religion. Quand l'autorité du roi n'était plus respectée à La Rochelle, il a fallu que l'armée, je renvoie Alexandre Dumas, le siège de La Rochelle, avec le jeune d'Artagnan, c'est quand même des bons moments de la littérature. Donc l'armée sait très bien qu'en fin de parcours,
c'est elle qui va devoir nettoyer les écuries d'Augeas. Et donc, elle exprime son idée qu'il faudrait peut-être arrêter la pourriture avant qu'elle ne devienne vraiment... Vous savez, c'est comme quand vous avez une jambe à couper, il vaut mieux la couper rapidement qu'attendre qu'il y ait la gangrène qui se mette dedans, parce que sans ça, vous pouvez y passer. Donc, je crois que l'armée fait son devoir, mais je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'à ma connaissance, mais là je peux me tromper, l'armée n'est pas... les officiers ne sont pas interdits de parole. Les officiers peuvent toujours s'exprimer. À ce moment-là, ils mettent leur carrière en danger avec leur commandement. Mais je crois que l'armée, les officiers, et certainement les officiers de réserve, peuvent tout à fait s'exprimer, quitte ensuite à être déchargés des corps dans lesquels ils sont. Donc dire que l'armée n'a pas le droit de parler, c'est que c'est l'armée qui s'impose, chacun des officiers, chacun des soldats s'impose à lui-même le fait de ne pas commenter sur la politique. Mais il n'y a pas de loi à cet effet, c'est-à-dire qu'il y a un vieux principe du droit romain qui s'appelle nulla crimen sine lege, il n'y a pas de crime s'il n'y a pas de loi. Il y a une coutume, mais il n'y a pas de loi. Donc je ne vois pas au nom de quoi un officier qui parlerait serait condamné puisqu'il n'y a pas de loi. Je ne suis pas renseigné sur la question. Il faudra s'enseigner sur la question parce que c'est une vraie question juridique. C'est-à-dire que l'officier dit oui, je parle parce que je considère que c'est mon devoir de citoyen et avant d'être soldat, je suis citoyen. Et donc j'ai le droit à la parole. Jusqu'ici, je ne l'avais pas exercé parce que je considérais que les choses n'étaient pas de ma compétence, mais maintenant je reprends mon droit de citoyen. Donc moi je suis atterré et il y a eu de voir l'armée recommencer à parler parce que ça veut dire quelque part que les choses vont très mal. Mais moi, je ne prends pas ça comme un signe de désobéissance. Il serait bien meilleur que l'armée ne dise rien et qu'on soit dans une situation convenable. Oui. Là, on est dans une situation tellement effroyable que l'armée, enfin, un certain nombre d'officiers se croient obligés de parler. Ça devient un devoir. Mais si c'est un devoir pour ces hommes, ça veut dire que la situation est encore bien pire que ce que je craignais. Oui, on aurait pensé ça, enfin ça aurait été impensable il y a 40 ans par exemple. Mais il n'y avait pas de raison, l'armée elle faisait son boulot, on l'envoyait en Afrique, en Afghanistan, dans l'ancienne Yougoslavie, bon elle faisait son boulot, mais elle portait pas de jugement sur la politique. Là, elle est en train de dire, vous, au gouvernement, vous ne faites plus votre travail. L'intégrité de la nation est en cause. Ça rend peut-être compte aussi d'une crise de l'autorité au sommet de l'État. Mais ça rend compte, oui, pas vraiment, ça rend compte du fait que les gens au sommet de l'État ne sont plus, aux yeux de l'armée, en tout cas, légitimes. Ils sont légaux, ils ont été élus, mais ils ne respectent plus les intérêts supérieurs de la nation. Donc, quelque part, c'est un machin qui... vous savez, moi je me souviens, j'étais jeune, je devais avoir 15 ans, la fin de la 4e République. Ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé, imaginez-vous, par une grève de la police. La police s'est mise en grève en disant « je n'accepte plus les ordres du ministère de l'Intérieur », qui d'ailleurs était peut-être Mitterrand d'ailleurs, j'en sais rien. Mais... et donc, il était dans tous ces gouvernements-là. Donc, à partir du moment... Et derrière, vous avez eu la révolte de l'armée à Alger, et puis ça a amené la 5e République. Mais quand je vois la police qui... littéralement tourne le dos à l'État à cause de l'assassinat de ce pauvre flic à Avignon. Puis ensuite l'armée qui se met à... Je me dis, ça va peut-être plus mal que je ne le pensais. On est, je crois, le 13 mai. 14 mai. 13 mai, c'était l'arrivée de la 5e. 13 mai 58. Et le 10 mai, c'était l'anniversaire, les 40 ans de l'élection de François Mitterrand. Est-ce que cette élection n'a pas consacré par la suite 40 ans de socialisme ? C'est le moment où il s'est passé un phénomène moral très grave en France. C'est-à-dire où les Français ont cru qu'il était malin de voter pour un homme dont ils savaient tous qu'il était corrompu, qu'il avait été pétainiste, qu'il avait...
qu'il avait été le type qui avait fait couper le plus de têtes, je crois, dans la 4ème République quand il était ministre de la Justice. Enfin bref, c'était un homme sans foi ni loi. Et qu'ils ont pensé dans leur imbécilité que élire un homme qui était une crapule, c'était un truc malin. Parce que pour faire de la politique, il fallait être une crapule. Donc on allait élire le plus crapule d'entre eux et on allait se retrouver quelqu'un de bien. Une bonne situation. C'était une imbécilité rare. On en paye le prix encore aujourd'hui. Mais je voudrais dire quelque chose à la décharge de Mitterrand. Il faut savoir, il faut que les gens sachent que quand il est arrivé au pouvoir, je suis parti pour Londres en 81 parce que je n'ai jamais accepté, par exemple, qu'il fasse venir des ministres communistes, puisque les communistes étaient responsables de 100 millions de morts au moins, et que le Parti communiste français ne s'en était jamais excusé. Donc pour des raisons morales, je suis parti à Londres et j'ai très bien fait. Mais quelque part, quand je regardais Mitterrand, dans son exercice de président de la République française, dans les sommets internationaux, à l'ONU ou n'importe quoi, je n'avais pas honte. Il avait une espèce de grandeur noire. Je me disais, c'est une crapule, mais c'est pas un médiocre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une notion difficile. Je me disais, bon, ben, peut-être il a fait de bonnes choses au bon moment, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé après, c'est qu'après avoir élu une crapule intelligente, retors, on s'est mis à élire des imbéciles, mais aussi des crapules. Donc, il faudrait que les Français apprennent une fois pour toutes qu'élire un gars qui ment comme il respire, qui cherche à les tromper, vous savez ce que disait Chirac, c'est les promesses électorales n'engagent que ceux qui les croient. Ce qui est quand même d'un cynisme inimaginable, c'est-à-dire que vous racontez n'importe quoi et ensuite vous faites ce que vous voulez quand vous êtes élu. Il faut sortir de cette espèce de cynisme bas et recommencer à élire des gens d'honneur. Jacques Chirac avait dit aussi à ses conseillers, je crois que c'était pour la campagne de 95, je vous étonnerai par ma démagogie. Autre question, la semaine dernière, Éric Zemmour était face à Jacques Attali, dans le cadre d'un débat qu'il a plutôt bien mené dans l'ensemble, mais à un moment donné, je trouve qu'il a botté en touche, parce que Éric Zemmour est peut-être un peu moins fort sur l'économique, sur le reste des sujets. Jacques Attali lui demandait, de manière un peu cynique, comment ça se faisait que l'euro était trop fort entre guillemets pour le franc et trop faible pour le mark allemand. C'était une question dans le cadre du serpent monétaire de l'époque, et Éric Zemmour a eu du mal à répondre à cette question. Comment vous y répondriez? Comment j'y réponds? D'une façon très simple. Revenons un petit peu en arrière, avant que l'euro n'existe. L'Allemagne, à cause de la réunification, est devenue beaucoup moins productive. Il y a des tas de gens qui ont du mal à travailler, qui n'ont pas les habitudes de travail, qu'il va falloir former, qui viennent d'Allemagne de l'Est, le quart de la population, d'un seul coup. Bon, l'Allemagne est devenue beaucoup moins productive. Il faut donc réformer le marché du travail. La tâche est confiée à l'ancien directeur du personnel de Volkswagen, qui lance les réformes qui portent son nom. C'est des réformes qui, dans le fond, cherchent à faire baisser le coût du travail de façon très importante pour les entreprises, de façon à ce qu'elles embauchent plus de gens. Et donc on fait baisser le coût du travail. Allemand. Très bien. Exactement en même temps, nous avons Madame Aubry, la fille de Jacques Delors, qui fait passer les 35 heures. Ce qui fait monter le coût du travail de façon extraordinaire. En France. Et en plus, en bons socialistes qu'ils sont, ils embauchent, encore une fois, des dizaines de milliers de fonctionnaires. Donc, grosso modo, dans une entreprise française, les impôts que vous payez sur la production sont 4 fois supérieurs à ce qu'ils sont en Allemagne, pour produire. Mmh. Mais où est-ce que vous croyez que vous allez mettre votre nouvelle usine? En Allemagne plutôt? En Allemagne plutôt. Et pourquoi? Et ce qu'il y a de plus extraordinaire avec cette question d'Attali, c'est que, bon, il est bête comme un âne qui recule, mais lui, il le sait, ça. Donc c'était une question qu'il posait à Zemmour pour le piéger. Parce qu'il sait très bien. Je tiens à souligner quand même que M. Attali je crois, s'est fait condamner pour plagiat sur des livres qu'il a écrits. Et quand il était à Londres,
nommé par Mitterrand pour la Banque de reconstruction européenne, vous savez, qui avait été créée pour financer les nouveaux pays de l'Est, etc. Il a été viré par la Banque d'Angleterre avec perte et fracas, et ça a été... on a noyé le poisson comme on a pu. Donc, Monsieur Attali, je recommande quelque chose à tous les gens qui nous écoutent. Lisez les livres qu'il a écrits il y a 25 ou 30 ans. Vous vous écroulez de rire après l'arrivée de Mitterrand, si vous voulez. Il fallait tout nationaliser, les banques, etc. Et on allait voir ce qu'on allait voir. Et 10 ans après, il fallait tout privatiser. Mm-hmm. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que qui a gagné de l'argent au moment où on est passé de la nationalisation à la privatisation? J'imagine pas le peuple en tout cas. C'est les copains d'Attali. Donc si vous voulez, je n'arrive pas à savoir s'il était simplement incompétent, idiot ou corrompu. Mais s'il y a un homme qui ne devrait... Il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est que je crois que M. Attali a un site comme celui-ci, comme l'Institut des Libertés. Jacques Attali. Mm-hmm. Vous pouvez y aller. Je crois que ces bonnes émissions doivent tirer 1500 exemplaires. Ah oui. Pas mal. Non, mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est pourquoi ce type qui s'est toujours trompé sur tout, qui est extrêmement douteux, qui a été condamné pour plagiat, pourquoi est-il invité sans arrêt à la télévision, à la radio, pour donner un avis? Si Jacques Attali gérait des portefeuilles, il aurait ruiné tous ses clients depuis 30 ans, quoi. Je veux dire, les types seraient tous à la rue. Mais donc, ce que j'essaye de dire, c'est jusqu'à quand les Français vont-ils accepter que des gars qui ont échoué partout continue à venir donner des leçons de morale et de gestion? Il ferait mieux de demander à des gars qui ont plutôt réussi dans la vie et qui ont été plutôt honnêtes. Donc, si vous voulez, c'est pas tellement une question sur Attali, ça pose la question de pourquoi ce gars-là est-il invité? C'est comme si on avait demandé à Gamelin, vous savez, le gars qui a perdu la guerre de 40, de faire des commentaires sur ce qui se passe, je sais pas où, en Libye, ou de faire des commentaires stratégiques. Mais le type, on l'a pas fait. Or là, c'est ce qu'on fait. Le type qui a planté la France, Attali est un des grands responsables de l'écroulement de la France aujourd'hui, on lui demande tout le temps ce qu'il faut faire dans le futur. Mais surtout, le premier conseil, c'est ne demandez pas à Attali. Alors on peut demander à Attali, comme ça on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire dans le futur. C'est une bonne raison, mais n'oubliez pas que le contraire d'une erreur n'est pas toujours une vérité. Parce qu'il peut y avoir plusieurs façons d'avoir tort. Oui, tout à fait. Au moins, on élimine une piste comme ça. Au moins, vous savez que celle-là, elle n'est pas bonne. Vous pouvez la laisser tomber. Ok, très bien. Alors aussi, l'Assemblée nationale a finalement voté un pass sanitaire. Alors c'est un pass sanitaire, on va dire, assez soft, parce que je crois que ça ne concerne pas ça deviendra dur après, vous inquiétez pas. Peut-être, mais ça concerne pas, je crois, que les cas de vaccination. C'est-à-dire il faut éventuellement passer un test PCR ou avoir du moins un certificat médical qui dit qu'on a déjà eu le Covid. Du coup, on est sans trop de risques. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce pass sanitaire? Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'à mon avis, il est anticonstitutionnel. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que par exemple des gens qui sont asthmatiques ou quelque chose comme ça ne peuvent pas prendre le... Donc ça fait une discrimination dans les citoyens en fonction de leur état de santé. Et c'est ce qu'on interdit dans la Constitution. Il ne peut pas y avoir de discrimination entre un Français et un autre basée sur la couleur, l'état de santé, le fait qu'il ait eu un rhume ou pas. Donc si vous voulez, pour moi, c'est complètement anticonstitutionnel. L'État n'a pas à décider des conditions qui permettent de rentrer ou de sortir du territoire national différentes pour les uns et pour les autres. Ou bien tout le monde a le pass, ou bien personne ne l'a. Et comme tout le monde ne peut pas l'avoir parce qu'il y a des gens qui ne supporteraient pas le vaccin, ça veut dire que personne ne l'a, point barre. Donc c'est une saloperie. Une de plus, c'est une tentative de l'État de s'approprier un droit que la Constitution lui refuse. Moi, ce qui me choque un petit peu dans cette loi, c'est que quelque part, un sans-vaccin aura moins de droits qu'un sans-papier, par exemple. Mais c'est exactement ça, c'est ce que je vous dis. En principe, l'État, la nation, ne fait pas de différence entre les citoyens. Pour quelque raison que ce soit, ils sont tous égaux devant la loi. Or là, ils deviennent inégaux devant la loi. Donc c'est complètement anticonstitutionnel. Et encore une fois, dites-vous simplement un truc, remplacez simplement vacciné ou pas par juif. Et vous voyez exactement ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu dans 1940 des gens qui ont dit les juifs avaient besoin de passeports spéciaux. Et bien c'est la même chose. Juridiquement, c'est la même chose. Et je comprends même pas
comment c'est possible. Ce que je veux dire, c'est que, toutes les lois qui sont proposées des lois d'exception, je demande à l'auditeur de remplacer simplement vacciné par juif. Et ils verront le résultat. Et aussi, j'ai vu quelque chose, une interrogation, alors ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, dans le même thème, le gouvernement ne sait pas encore s'il va nous autoriser ou non, ou pas, lors de la réouverture des restaurants, à aller aux toilettes à l'intérieur, du coup. Vous savez, je crois qu'on est gouverné par des fous, des incompétents et des fous, mais j'ai vu, un de mes amis m'a raconté que ils ont permis aux coiffeurs de réouvrir. Mais ils ont sorti des règlements pour expliquer ce que le coiffeur devait faire compte tenu du Covid, une fois qu'il avait réouvert. Je crois que ça fait 49 pages. Donc vous avez un fonctionnaire qui a écrit, qui a jamais coupé un cheveu de sa vie, si ce n'est en 4. Vous avez un type qui a pondu 49 pages, c'est passé par son chef, son grand chef, et puis ça a été signé par le président de la République. 49 pages sur comment couper les cheveux des gars quand il y a du Covid, quoi. Mais ils sont malades. Ils sont complètement cinglés. Donc, si vous voulez, si je peux pas aller pisser aux toilettes et comme il n'y en a pas sur la place publique, qu'est-ce que je fais? Je me pisse dessus? Ouais, non, c'est complètement absurde. C'est comme l'autre jour, par exemple, j'étais chez Castorama, et alors chez Castorama, il y a toute une batterie de produits qu'on a le droit d'acheter. Et puis ensuite, il y a certains rayons où il y a des banderoles dessus. Ça, on n'aurait pas le droit d'acheter. Mais je suis dans le magasin maintenant, mais il devient dangereux d'acheter, par exemple, un tableau, des rideaux, une lampe. Je m'avais dit qu'on pouvait acheter des couches bébés pour de 0 à 1 an et pas au-dessus de 2 ans, un truc comme ça. Mais je veux dire, et c'est comme ce qui m'a tué, c'est les commerces indispensables et les commerces qui ne sont pas. Mais attendez une seconde. Pour moi, par exemple, un commerce indispensable, c'est les librairies. Il y a des tas de gens pour lesquels c'est pas vraiment indispensable. Et puis ça fait quand même une grosse concurrence déloyale pour Amazon, du coup, en faveur d'Amazon. En faveur d'Amazon. Comment dire je ne pense pas qu'on soit arrivé à un tel degré de médiocrité technocratique dans l'histoire de la France. Ça commence à ressembler beaucoup à la fin de l'Union soviétique, vous savez, où vous rentriez dans une boutique qui était toute noire et on vous disait chaussures noires à gauche, chaussures marron à droite, donc vous alliez à droite, chaussures à bout rond, chaussures à bout pointu, vous partiez, puis il y avait un labyrinthe comme ça. Puis à la fin, vous trouviez votre chaussure qui était chaussure marron, à bout rond, avec des petits trous dedans, et les chaussures que vous mettez. Vous ouvriez la porte et vous vous retrouviez dehors, et donc il n'y avait rien, quoi. Et vous disiez, mais ça marche pas votre truc. Et il disait, oui, mais qu'est-ce que c'est bien organisé, quoi. Mais la France en est là. On ne produit plus rien, si ce n'est des réglementations pour empêcher les gens d'acheter des chaussures, quoi. Très bien, je pense qu'on peut se laisser sur cette formule. Il n'y a rien, mais c'est fichtrement bien organisé. Voilà, le but de la France aujourd'hui, par exemple, c'est d'avoir des hôpitaux où il n'y a plus que des fonctionnaires qui règlent des papiers, où il n'y a plus ni malades ni médecins. On se rend compte que c'est le but ultime. Ils vont y arriver. Ouais, ils sont en bonne voie. Mais... Alors qu'on avait la meilleure médecine du monde, en l'espace de 20 ans, ils ont réussi à en faire un truc soviétisé. C'est quand même bien, quoi. On peut leur faire confiance. Bon, et à ce moment-là, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine émission. À la semaine prochaine, du coup. Merci beaucoup. Oui.